Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage que je tourne dans ma voiture. Enfin, dans mes voitures. Enfin, dans les voitures du Choucroute Garage. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, je voulais vous parler interface. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont dites. Beaucoup de mauvaises choses. Certaines bonnes, quand même, faut pas déconner. Mais globalement, on va dire, les interfaces des voitures aujourd'hui sont plutôt mauvaises. Quelles qu'elles soient. Et je pense qu'il y a de très rares exemples où les interfaces automobiles sont réellement conçues pour la sécurité. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par faire un tout petit peu d'historique. Pourquoi les autos ont-elles tant de boutons ? Eh ben, ma foi, parce que c'était technologique. Il fut un temps où un bouton, c'est un interrupteur. C'est-à-dire que quand on n'avait pas d'électronique, quand on n'avait pas d'informatique, eh bien, ma foi, les boutons, c'était une bonne manière d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Chaque fonctionnalité, en plus, ajouter un bouton en plus. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des véritables claviers complètement ubuesques. Et en fait, on s'est rendu compte que, ma foi, c'était à la fois bien et surtout pas bien. On va prendre l'exemple de la R5 de mon épouse. Pourquoi ? Parce que c'est un exemple de compromis qui est pas si mal que ça, mais qui demanderait à être largement raffiné. Hop ! Petit setup de tournage. Je suis désolé pour le bruit, mais il y a les ouvriers communaux qui sont en train de nettoyer la rue parce qu'il y a eu un défilé de carnaval hier. Carnaval avec beaucoup de retard, mais bon, voilà. Première chose qu'on va constater, c'est que sur le volant, il y a plein de boutons. Mais surtout, ces boutons, finalement, ont tous un peu la même gueule. Il y a vraiment une complexité. Il y a des boutons de ce côté-là. Il y a des boutons là. Et puis en gros, ça s'arrête un peu là. Il y en a encore là en bas, mais on a d'autres choses ici, encore une fois, les vitres électriques, le réglage des rétros, mais c'est pas le plus important. Voyons quelles sont les commandes physiques qu'on va utiliser au quotidien. Eh bien, les commandes physiques, qui sont, à mon sens, de l'ordre de la sécurité, c'est la commande de boîte de vitesse, qui est là, qui peut être n'importe où, peu importe où elle est, mais j'estime qu'il est très important, et d'ailleurs c'est une obligation légale, d'avoir une commande physique de la boîte de vitesse, donc de la marche avant, de la marche arrière. On a les clignotants ici, commande physique obligatoire aussi, avec le passage en phare et l'appel de phare. Mais également, et ça c'est plus important, on a l'allumage des feux, avec une position auto, les positions allumées, les anti-brouillards qu'on peut allumer très facilement et très rapidement ou éteindre, et puis la commande de phare automatique qui est là sur le côté. Ça, c'est typiquement la commande que moi j'estime idéale pour la commande des phares. Deuxièmement, nous avons la commande d'essuie-glace. Là, on va avoir le réglage de la sensibilité du capteur de pluie, l'essuie-glace arrière et la commande d'essuie-glace normale, plus le lave-phare anti-renversois. C'est très bien. Et ensuite, on a encore une commande là, qui est la commande de la radio, avec le volume, les recherches, sachant que tout est là sur la console. Donc ça, déjà, je dirais, il faut l'enlever. Surtout qu'on a un bouton, on regarde là, on a des boutons de réglage ici. Par contre, on a les commandes de la clim. Et je trouve que c'est très bien de les avoir là, de manière physique, parce que l'écran est petit. En fait, ici, on a très peu de place. Et donc, quand on a un écran de cette taille-là, avoir des commandes physiques, c'est très bien. Quand on y regarde bien, on a des commandes un peu partout. On a surtout des commandes dans l'interface. Et finalement, quand on s'y est fait, c'est bien. Sauf qu'on pourrait largement simplifier ça pour éviter d'avoir à dépenser de l'argent pour payer des commandes physiques. Et on va voir qu'il y a une voiture qui l'a déjà très très bien fait, et c'est la Model S. Alors, la première chose qu'on va remarquer, c'est que les boutons sur le volant sont beaucoup plus simples. Il y a moins de fonctions, mais sans pour autant poser de problème d'interface. Donc là, on est vraiment dans la simplicité.
molette cliquable et 2 boutons par côté. Ça suffit très largement. Toutefois, ça empêche par exemple d'avoir le régulateur. Mais le régulateur, on a un commodo qui est destiné au régulateur qui est là. On a un commodo pour le réglage du volant qui est totalement inutile. La preuve, ils l'ont supprimé sur le modèle 3 et je trouve que c'est très bien qu'ils l'aient supprimé. Pour ce qui est des commandes de vitres électriques, on est pareil que sur la R5. Toutefois, le commodo de lumière, lui, il est largement différent. Pourquoi ? On a les clignotants, le passage en phare et le passage en code phare ou en code phare automatique en fonction de ce qu'on aura programmé dans l'interface utilisateur. On a également le lave-glace. En revanche, on se rend compte que de l'autre côté, il n'y a plus qu'un seul commodo et c'est le commodo de boîte de vitesse qui, encore une fois, peut être placé ailleurs. Donc finalement, les commandes qui sont utiles ici sont celles du régulateur, qui est très bien faite, très intuitive par rapport à la R5, parce que c'est mieux que sur le volant. Avis personnel, bien entendu. Par contre, la commande des essuie-glaces rotative, ainsi que toute la partie clignotant, etc., à passage en phare, elle est juste parfaite. Ce qu'il manque ici, par contre, ce serait l'allumage des feux, qui doit se faire, ma foi, ici. On est en automatique d'office, mais pour les allumer, il faut le faire là. Et ça, je trouve que c'est pas bien du tout. Il faudrait une commande physique, à mon sens. Ça, c'est la seule commande physique qui vraiment, je trouve, manque sur la Model S. Et maintenant, comme dit, le régulateur est très accessible. Les essuie-glaces et les phares sont contrôlables de manière manuelle, contrairement au modèle 3 ou Y où il faut passer par des menus, des sous-menus, etc. Ce que je trouve très très mal fait. Et dernier point, ma foi, l'interface étant très simple, on accède à tout le reste pour les configurations. Les commandes de clim sont très simplifiées et sont en bas, et surtout, elles sont faciles à atteindre avec des bouches d'aération manuelles. Du coup, l'interface de la Model S, pour moi, est vraiment un très bon compromis. Autant la R5 a déjà pas mal simplifié les interfaces par rapport au tout bouton, autant la Model S a vraiment très simplifié, mais sans enlever les commandes essentielles. Parce que oui, je pense que pour la sécurité, il faut que certaines commandes restent physiques. À savoir, la commande de boîte de vitesse, peu importe où elle est, la commande d'allumage des feux, la commande code phare doit rester manuelle. On doit pouvoir la mettre en automatique si on le souhaite, mais ça ne doit pas être une obligation. Pareil pour les essuie-glaces où on doit avoir une commande accessible directement sans passer par un menu. Et ça, c'est vraiment de la sécurité. De la même manière, le régulateur de vitesse doit être très simple d'utilisation. Aujourd'hui, une commande par commodo est, à mon sens, plus simple qu'une commande par bouton. En effet, se tromper de bouton, ça arrive. En revanche, quand on met son régulateur, qu'on tire vers soi, on sait qu'on tire vers soi. Quand on veut le couper, on pousse. Alors que lorsqu'on va regarder sur le volant pour mettre, pour appuyer sur le bouton 0 ou le bouton raise, c'est pas évident. Je pense que ça doit arriver aussi aux propriétaires de modèle 3 ou de modèle S et X de dernière génération avec le bouton clignotant. On a exactement la même chose avec le régulateur de vitesse pour ceux qui l'ont sur le volant. Il y a beaucoup de constructeurs comme Volkswagen qui vont revenir en arrière par rapport au tout digital, au tout numérique. Et je trouve que c'est très bien. Attention, je suis pas non plus en train de vous dire que le tout bouton partout avec de la redondance partout, c'est bien. Non. Ça, c'est aussi mauvais parce que ça complexifie l'interface. Ok, ça vous permet de choisir la manière dont vous allez utiliser votre interface, mais au départ, c'est super compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'interface idéale, toutefois, il y en a qui arrivent. Et lorsqu'on voit les modèles 3 et Y avec un seul écran, dont un tiers est utilisé pour la conduite, je trouve que c'est pas génial. Autant, je trouve que l'interface 2 écrans est très bien, que ce soit un écran physique devant le conducteur et un écran, on va dire, de configuration et d'infotainment, ça, c'est très bien. Ce que je trouve aussi très bien, c'est ce qu'a fait Onvo aujourd'hui, où il n'y a plus d'écran physique devant le conducteur. Vous avez la tablette avec la possibilité de changer la taille de cette interface conduite et d'avoir un afficheur tête haute. Donc, en tout cas, avoir 2 systèmes
d'affichage qui vous permettent d'être plus simple et surtout de bénéficier de la totalité de la taille de la dalle de votre tablette tactile au centre de la voiture. Et ça, c'est important. En fait, le juste milieu va dépendre de chaque personne et de ses habitudes. Mais aujourd'hui, de par mon expérience pour avoir conduit des centaines de véhicules, voire des milliers dans ma carrière de vendeur automobile, je peux vous dire qu'il n'y a aucune interface qui approche de près ou de loin, y compris celle des dernières Tesla, celle de la Model S. Les plus proches qui me semblent les plus intéressantes, c'était les interfaces Mercedes dans les années 2000-2010. Elles étaient très bien faites, c'était avant l'informatisation complète et c'était très bien. Et je trouve que Mercedes travaille beaucoup sur ce genre d'interface avec, par exemple, le système qu'ils appellent Zero Layer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, comme sur Android, de passer dans des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus pour accéder à ce qui vous intéresse, ni d'avoir 36 000 manières de faire. Il y a une manière évidente, il y a une manière intuitive et ça, c'est vraiment le fonctionnement qu'on veut sur une voiture, à mon sens, où il faut se concentrer plus sur la conduite que sur la manière dont on va devoir utiliser ou s'adapter aux commandes qui ont été conçues par le constructeur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, mais je ne l'ai pas fait de manière innocente. En effet, aujourd'hui, je vous explique dans cet épisode un des critères de ma vidéo de vendredi qui parlera de TechScore. C'est quoi le TechScore ? Eh bien, c'est à mon sens une chose qu'on n'a pas dans les essais de voiture, à savoir, est-ce qu'une voiture est bonne techniquement et dans quelle mesure ça influencera mon usage, sa durabilité, son coût, etc. Autrement dit, on verra si les techs sont bonnes, sont utiles et sont réellement profitable aux clients. Et ça, c'est le plus important à mon sens. Ça, on le verra vendredi avec le premier match TechScore entre le nouveau Tesla Model Y et la Xpeng G6 2024. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.